Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Entreprendre à l'étranger. Je suis Alim Derès, entrepreneur depuis plus de 10 ans maintenant. Dans ce podcast, je vais à la rencontre d'entrepreneuses et d'entrepreneurs ayant décidé de créer leur business hors de leur pays de naissance. Dans son numéro, on prend la direction de Londres pour rencontrer Mathieu, 18 ans, à la tête de la startup Mogi. La mission de cette startup est très simple, c'est faciliter la vie des parents souhaitant faire appel à un service de babysitting. Mais avant de lui donner la parole, je tenais à mettre en avant une entreprise, une initiative ou une personne. Aujourd'hui, c'est au tour de Nowseat Marketing. Je vous en dis pas plus, si ce n'est que c'est la parfaite combinaison entre le digital et l'intelligence artificielle. Je vous mets tous les liens en description et je vous souhaite un très bon épisode. Bonjour tout le monde et merci à tous d'être sur cet épisode aujourd'hui. Aujourd'hui, on va aller du côté de Londres rencontrer Mathieu. Alors pour l'introduire, je vais essayer d'être concis et puis je vais le laisser se présenter lui-même. C'est le plus jeune entrepreneur avec qui je discute. C'est de toute mon expérience. C'est le plus jeune invité sur le podcast Entreprendre à l'étranger. Je l'ai rencontré, pour ne pas dire harcelé, en milieu de semaine, j'avoue. Donc j'ai été le chercher sur Instagram très, très tard le soir, après avoir vu une publication du petit journal. En fait, ouais, de ce que j'ai appris sur son parcours, ça m'a assez surpris, surtout par l'ambition de son jeune âge. Et du coup, je l'ai invité. Il a répondu présent, donc il est là avec nous aujourd'hui. Mathieu, encore merci. Tout d'abord, félicitations. Je dis félicitations, t'expliqueras après pourquoi. Merci beaucoup. Je suis super content de pouvoir être là aujourd'hui. C'est un vrai plaisir. Le plaisir est partagé, sache-le. Donc, ouais, écoute, vas-y, présente-toi. Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu fais encore? Et surtout, où es-tu? Bonjour à tous. Du coup, je m'appelle Mathieu. J'ai 18 ans. Je vis à Londres depuis maintenant 5 ans. J'étais au lycée international de Londres depuis 3 ans. Je suis en première année d'ingénierie biomédicale à Imperial, qui est encore à Londres. Et je suis le fondateur d'une start-up de babysitting en français et également de cours particuliers. Du coup, maintenant, on a environ 220 inscrits sur notre plateforme et on arrive à aider le plus de parents possible depuis maintenant 1 an et demi. Très bien. Donc, si on fait un calcul rapide, tu as 18 ans, la startup a été lancée il y a 1 an et demi. L'idée t'est venue à quel âge et à quel moment tu l'as lancée? Alors, euh, l'idée m'est venue en première, du coup, j'avais 16 ans. Et l'idée n'avait pas vraiment de sens. Au début, je voulais essayer de créer une startup depuis un petit bout de temps, mais je n'avais pas encore trouvé d'idée, ou j'avais des idées, mais qui allaient aider concrètement personne. Et du coup, c'est pas vraiment le but d'une startup, c'est vraiment de pouvoir aider les gens. Et du coup, j'ai essayé de la refiner pendant 2-3 mois. J'ai essayé d'écrire le plus possible mes idées pour essayer d'avoir le projet le plus concret possible. Et durant les vacances, j'ai fait le site internet, la promotion, les flyers, les affiches et le recrutement. À partir du mois de septembre, on a vraiment pu aider les parents en leur proposant des listings. Et le concept était assez innovateur parce qu'on arrivait à trouver des étudiants aux parents en 1 heure environ, ce qui ne se faisait pas encore à Londres. Ça prenait en général beaucoup de temps. Et c'est pour ça qu'on arrivait à aider les parents. D'accord. Et quand tu dis on, tu t'entoures très tôt d'une équipe? Comment dire, c'est des amis, des potes, des connaissances, ou comment dire, t'as vraiment fait un travail de chasseur de tête, t'as trouvé un développeur, Non, pas du tout. C'était le truc cool, c'est que j'avais pas besoin de trouver un développeur vu que le site internet, je l'ai fait moi-même. Et pareil, l'idée, c'était de minimiser les coûts le plus possible pour vraiment pouvoir aider sans que ça me coûte à moi des milliers d'euros. Du coup, je m'y connaissais déjà un petit peu en quelques graphisme, etc. Du coup, j'ai pu faire les affiches, les flyers, le site internet. Et par rapport à l'équipe, au début, j'étais un peu tout seul pendant les 2 premières semaines au mois d'août. Puis, il y a plusieurs copains qui m'ont rejoint pour m'aider à le développer et à un peu mieux le structurer.
Et pareil, à partir de septembre, il y a 3 amis de ma classe qui m'ont rejoint. On s'est divisé un peu le travail parce que pendant les 3 premiers mois, c'était pas du tout automatisé. On devait envoyer les emails à la main à chaque fois pour informer les parents, les étudiants, etc. Et pendant les 3 premiers mois, on a énormément travaillé, mais à plusieurs. Et du coup, c'était tous des copains qui étaient dans ma classe. D'accord. Donc on a dit ça se prononce Mogi. Voilà, donc Mogi, donc clairement, donc voit le jour pendant l'été, donc l'été 2019. Ça démarre relativement vite. Et comment dire, bah écoute, maintenant qu'on en parle, donc on va avouer comment je t'ai découvert. C'est je t'ai découvert dans une publication du Petit Journal, voilà, où tu as remporté un trophée. Alors le trophée, c'est comme on l'a souligné, il est très long. Si je dis pas de bêtises et si je le dis dans l'ordre, je veux pas froisser le Petit Journal. C'est le trophée des anciens élèves des lycées français de l'étranger ou à l'étranger. Du monde Du à monde. Ah, je l'étranger. savais que comment dire, je savais que j'allais commettre un interne. Donc du monde. Oui. Et donc c'est un concours, donc c'est un concours qui est à l'international. Il y a plusieurs, j'imagine, c'est plusieurs centaines de lycéens. Euh, donc dans certains lycéens qui sont, je pense, beaucoup plus âgés que toi. Oui, oui, parce qu'il n'y a pas de. C'est les trophées des anciens élèves. Du coup, il y en avait. Par exemple, parce qu'au début, il y a tout le monde qui peut s'inscrire. Et puis après, il reste que 5 finalistes, il me semble. Hmm. Et bah, parmi les 5 finalistes, ils avaient tous entre 30 et 50 ans. Oui, c'était tous beaucoup plus vieux que moi. D'accord. Ok. Donc ouais, tu étais plus jeune, je pense. Oui, Moi. de loin. Et d'accord. Et aujourd'hui, cette application, donc ça se passe comment? Donc ça te prend du temps sur tes cours, parce que donc tu m'as dit donc tu étais à l'université. Ça te prend du temps sur tes cours. Est-ce que tu t'impliques comment dans cette application? Alors, non, j'essaie de faire en sorte que ça me prenne le moins de temps possible parce que je travaille vraiment en amont. Du coup, c'est surtout durant les vacances scolaires où je recrée plein de systèmes informatiques pour être le plus efficace possible et que ça prenne le moins de temps à tous parce que tous ceux qui font partie de l'équipe rugby actuellement sont en première année à l'université ou si ça nous prend 5-6 heures par semaine, ça va vraiment impacter nos études. Du coup, on essaie de leur séparer le travail au maximum pour qu'à chaque fois, ça leur prenne un quart d'heure, 20 minutes grand max. Et au moins, ça ne nous prend pas trop de temps. On arrive quand même à aider les parents. D'accord. Et aujourd'hui, tu aides en moyenne combien de parents par semaine ou par mois, si tu as tes chiffres? Alors, j'avais dit ce chiffre au petit journal, on arrive à faire environ 350 heures de babysitting chaque mois. Du coup, ça dépend du nombre de familles chaque mois, mais c'est entre 8 et 9 familles par mois. Entre 8 et 9 familles par mois. D'accord. Et c'est des familles qui sont françaises, des familles francophones ou vous avez une clientèle internationale? Depuis le début de l'année, à cause du Covid, c'est surtout des Français. Donc c'est surtout des trucs pour le long terme. Mais il y a un an, quand on faisait plus de babysitting, c'était un peu de tout. Parce que la culture française est assez appréciée à Londres. Du coup, on avait souvent des parents anglais qui cherchaient une étudiante francophone. Et du coup, ils passaient par nous pour ça. Du coup, ça varie un petit peu. D'accord. Et Après, je te cache pas, moi, ça me fascine assez parce qu'après, tu as un parcours qui est relativement qui est très particulier. Pour que ce soit clair, tu viens pas d'une famille d'entrepreneurs, il n'y a pas spécialement des profils d'entrepreneurs dans ta famille, mais il y a quand même un goût de la compétition. Oui, oui. Voilà, il y a un goût de la compétition. Tu fais de l'escrime, donc tu en fais depuis, tu m'as dit, depuis l'âge de J'en fais depuis 11 ans. Du coup, j'ai commencé à 17 ans, je crois. Du coup, ouais, ouais, 6-7 ans. Donc, ouais, non, ouais, il y a comment dire, ouais, comment dire, ouais, t'as la mentalité de la gagne, ouais, il y a un esprit de compète. C'est qu'on le veuille ou non, il y a un esprit de compète. Et c'est, et c'est l'escrime, donc de ce que tu me dis, c'est l'escrime qui t'amène à Londres. oui. Et du coup, non, ouais, j'aimerais que tu, comment dire, que tu nous parles
de ce voyage, entre guillemets, depuis la France, donc depuis Grenoble, vers Londres. Non, comment dire, j'aimerais beaucoup que tu nous en parles. Ouais, j'avais fait une compétition au mois d'août à Londres, c'est une compétition internationale, et il y avait une entraîneuse anglaise qui avait trouvé que je jouais très bien et qui m'avait proposé de venir 1 an à Londres. Du coup, j'étais hyper partant, mais mes parents un petit peu moins. Au niveau études et tout ça, ils étaient un peu inquiets, mais du coup, ils m'ont inscrit quand même au lycée français et au collège français. Et normalement, c'est assez compliqué d'avoir une place. Mais là, exceptionnellement, je ne sais pas si c'était fait exprès ou pas. Et j'ai eu ma place en 3 jours au collège français bilingue de Londres. Du coup, c'est pas le principal, mais il est un peu plus petit. Et il est aussi à Londres. Et du coup, bah, on s'est dit, bah, on va essayer pendant 1 an pour voir comment ça se passe. Et l'école était vraiment incroyable. Le niveau escrime aussi, c'était vraiment super. Et du coup, on n'est pas reparti. On est resté depuis 5 ans à Londres. Et c'est vraiment trop bien. Ouais, ça fait 5 ans que t'es à Londres. Ok. Et après, comment dire, je pense que ouais, t'es encore au début de ta carrière d'entrepreneur que je te souhaite la plus longue possible. Et je sais pas, une idée en l'air, c'est est-ce que par exemple tu envisages de créer la même application, mais pour le marché français en France, par exemple. Maintenant que tu sais comment ça fonctionne, tu sais comment c'est. Tu as les automates, donc il y a juste à le dupliquer. Donc, est-ce que tu envisages de le faire? Bah, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que ce serait bien de le faire en France, mais c'est pas quelque chose qui m'attire particulièrement. Parce qu'il y a déjà un marché qui marche super bien en France. Il y a des applications qui sont faites que pour ça. Et là, notre but, c'est d'aider vraiment les parents étrangers, vu que souvent, il n'y a absolument rien qui est fait pour ce type de service. Ils doivent souvent passer par des sites internet, les petites annonces, etc. Et c'est pas un processus très clair et tout le temps bien sécurisé. Et c'est pareil pour les étudiants qui viennent d'arriver dans ces villes. Ils connaissent pas forcément les prix, etc. Et souvent, ils sont un peu arnaqués par les parents. Et du coup, notre but, c'est de pouvoir aider à sécuriser un petit peu tout ça et en même temps offrir un service de qualité pour les Français à l'étranger. Parce qu'en France, il y a vraiment beaucoup d'applications qui font ça et qui le font super bien. Donc, maintenant, on va passer sur le côté pratique. Je veux être client de la plateforme, donc je fais quoi? Donc, en arrivant sur Mogi Babysitting, ça se passe comment? Je rentre des coordonnées, mes coordonnées sont vérifiées. J'envoie ma demande et on me propose un profil de babysitter, ou ça se passe comment? Alors, il y a plusieurs types de services. Où le premier, c'est les babysitting pour les parents en soirée ou le week-end. Du coup, c'est occasionnel. Il faut rentrer son nom, son prénom, son adresse et la date du babysitting. Et D'accord. après, les parents ont aussi l'option de mettre leurs préférences, mais ils ne le font pas souvent. Et après, quand on reçoit la demande, notre travail, c'est de la retransmettre immédiatement aux étudiants. Et là, on fait, pour que ce soit équitable pour tout le monde, on prend juste la première réponse. Du coup, c'est un peu le premier arrivé, premier servi. Ok. Et on vérifie que ça correspond au profil que les parents recherchent. Au début, c'est pas comme ça que je l'avais pensé, mais en voyant les premières demandes, c'est comme ça qu'on a fonctionné parce que ce genre de système peuvent être assez sujets aux discriminations. Parce que si on laisse trop les parents choisir, ça sera à chaque fois les mêmes types de profils qui seront choisis. Bien sûr. Surtout des filles, parce qu'il y a beaucoup de parents qui me disent qu'ils ne veulent pas de garçons, etc. Alors que les garçons s'occupent aussi super bien des enfants. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la première réponse et on l'envoie aux parents. Après, s'ils sont vraiment pas contents du choix qu'on a fait, ils peuvent nous renvoyer un email, on pourra échanger sans problème. L'idée, c'est vraiment de, de proposer un service équitable à tous et Mhm. plus rapide parce que maintenant, on a 200 inscrits sur la plateforme pour les babysitting. Du coup, ils partent souvent en 30 secondes ou 35 secondes. On reste quand même 1 heure de marche pour vraiment vérifier la demande des parents, vérifier que tout se passe bien. Et du coup, les parents sont hyper contents parce qu'après, ils reçoivent le profil immédiatement par email et ils peuvent entrer en contact avec l'étudiant en question. D'accord. Et
Après, il y a une question, bien sûr, qui est sensible, qui est celle du paiement. Le parent paye sur paye sur la plateforme ou le parent paye l'étudiant ou il y a il y a un autre système. Non. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie des factures en ligne aux parents avant le début de la prestation Mhm. et pour être sûr qu'ils payent. Et après, on envoie l'argent aux étudiants après le service pour être sûr qu'ils vont faire leur babysitting et qu'ils restent vraiment jusqu'à la fin. Et c'est comme ça que ça marche et les parents sont assez contents parce que du coup, c'est assez simple. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi fixé un tarif unique à Londres parce qu'on a remarqué que souvent dans les quartiers du centre, ça coûtait beaucoup plus cher et quand on est un peu plus éloigné, ça coûte pas très cher. Du coup, ce qu'on a fait, c'est mettre un tarif unique pour tous. Au moins, c'est plus juste, indépendamment de leur quartier ou du nombre d'enfants. D'accord. Et c'est quelque chose qui se faisait pas avant. Donc en fait, avant les prix, c'était complètement erratique. Bah, souvent, les parents, ils fixaient un peu les prix qu'ils voulaient. Du coup, ça pouvait varier énormément. Il y avait entre 5 et 6 pounds de différence entre les prix du centre et les prix de ceux qui sont en zone 2 ou 3. Là. D'accord. Bon, ouais, non, comment dire, ouais, ouais, la différence est énorme. Ouais, Non, la différence est énorme. Ouais, comment dire, la différence représente quasiment un taux horaire. ouais, ouais, c'est exactement ça. Je trouve ça un peu fou, mais il faut harmoniser un peu tout ça. D'accord. Et du coup, malgré ça, est-ce que tu as le temps entre Mogi, les cours, comment dire, faut pas oublier, comment dire, faut rappeler donc que tu es à la fac et l'escrime. Du coup, comment tu gères ton temps? Parce que, alors, c'est une question qu'on se pose il y a un espèce de mythe, de fantasme autour, tu sais, des journées de l'entrepreneur. C'est comment est-il capable de faire tout ça en une journée? Ou s'il fait trop de choses, c'est qu'il le fait mal. Et s'il fait pas assez de choses, c'est qu'il est fainéant. Donc, toi, tu as ta vie d'étudiant, ta vie d'entrepreneur et ta vie de sportif. Comment tu fais pour avoir du temps pour toi? Pour mon guide, c'est des outils qui permettent de le gérer le plus facilement possible. Du coup, si par exemple je fais un trajet en bus et qu'on reçoit une demande à ce moment-là, je peux m'en occuper depuis mon portable. Du coup, c'est pas du temps forcément en plus, vu que dans tous les cas, j'aurais dû être dans le bus. Du coup, l'idée, c'est vraiment de maximiser, Ouais. optimiser plutôt, optimiser Optimiser, c'est vrai. le temps à chaque fois. Du coup, ce que j'essaye de travailler euh, pour l'université en journée. Du coup, pendant mes cours, puis après, je travaille mes cours entre 17h et 20h lorsque je n'ai pas d'entraînement. Et puis, je m'en occupe un peu plus le soir avant de me coucher pendant 1 heure. Et du coup, bah, les journées sont bien remplies, mais du coup, ça permet de bien tout compartimenter. Et l'idée, c'est pas aussi de trop se mettre de pression, parce que c'est juste de pouvoir aider les parents le plus rapidement possible lorsqu'ils en ont besoin. Puis après, on prend vraiment le temps de faire les choses bien. Et ce concept aussi de séparer vraiment le travail au maximum, ça permet que ça me prenne beaucoup moins de temps. Parce que chaque personne a une tâche assez précise, même si ce n'est pas forcément des tâches très complexes, mais c'est des petites tâches qui durent un quart d'heure ou même moins. Et ça permet de vraiment aider. Ce qui me prend, je pense, le plus de temps, c'est qu'on doit faire des entretiens pour chaque étudiant. Et c'est quelque chose que je trouve très important. Du coup, on les rencontre pendant 20 minutes le week-end. Et quand on doit l'enchaîner 4 ou 5, ça commence à prendre un petit peu de temps. Mais on le fait à plusieurs, du coup, c'est plutôt. Bah, du coup, justement, bah, je vais rebondir sur le travail d'équipe. Aujourd'hui, vous êtes 6, si j'ai bien Si. compté, vous êtes 6. Et comment les rôles sont répartis? Qui s'occupe de quoi? Alors, Margot, qui est la OCO, s'occupe plus du recrutement, Hmm. de faire les entretiens, de voir si les inscriptions se passent bien. Mila, elle s'occupe plus du développement des projets, des collaborations. Du coup, c'est elle qui s'est un peu occupée du hub, des cours particuliers, etc. Mais elle s'occupe également des inscriptions
pour la partie plus pratique, de les ajouter sur le groupe mail, de les ajouter sur le groupe WhatsApp et de leur dire félicitations, vous êtes accepté par Mogi, il faut vous compléter ça, ça et ça avant une telle date. Ça prend pas énormément de temps, mais c'est une tâche assez importante. Après, il y a également Thomas, qui lui s'occupe des finances. Du coup, il doit envoyer les factures aux étudiants, non, les factures aux parents. Pardon. Vérifier que les parents payent bien, parce que des fois, ils sont encore en retard. Rémunérer les étudiants. Et après, ça fait 3 là déjà. Oui. Après, il y a Adidja, qui est notre stagiaire, qui, elle, s'occupe de toute la communication, de faire les posts sur Instagram, les vidéos, etc. Depuis pas très longtemps, il y a également Atma qui s'occupe de gérer les réservations, que ce soit pour les cours particuliers, after school, etc. Beaucoup. Non, mais comment dire, de ce que je vois, ouais, c'est que les tâches sont hyper bien. Voilà, comment dire, les tâches sont hyper bien pensées et c'est bien fait, donc chacun sait ce qu'il a à faire. Ouais. Et j'ai créé des systèmes pour qu'ils n'aient pas besoin d'aller voir à chaque fois si doivent faire quelque chose. Il y a une application qui leur envoie automatiquement un message sur leur portable pour leur dire faut que tu fasses ça. Maintenant, il faut que tu mettes un petit truc vert pour dire que c'est fait. À chaque fois, je vérifie que le système marche bien et que tout a bien été fait. Au moins ça se passe bien et les parents sont contents. Et après, il y a Louise et Ambrine qui, elle, s'occupe du développement des projets. En ce moment, elle travaille un petit peu moins vu qu'elle prépare le concours de médecine, mais elle va reprendre à partir du mois de mars. D'accord. Et là, la prochaine étape pour Mogi, c'est quoi? Donc, on a parlé de la partie babysitting, donc il y a de l'after school, pardon. Et donc, du coup, donc des cours. Et vous comptez attaquer un autre marché, le consolider celui-ci. Est-ce que vous avez d'autres projets en commun? Est-ce que toi, tu as des projets personnels, des projets entrepreneuriaux et personnels ou Les projets se basent un peu sur notre concept du début, c'est de vraiment pouvoir aider les parents et du coup, on essaie de voir au fil du temps comment on peut les aider au maximum. Du coup, au début, on n'avait qu'un seul site qui était pour les babysitting parce qu'on voyait qu'ils en avaient besoin. Mais depuis septembre, par exemple, on a également une plateforme de cours particulier parce qu'on a vu qu'avec cette période de pandémie, les enfants avaient beaucoup de mal à suivre les cours à distance. Du coup, on s'est dit, on va les mettre au point une plateforme qui peut leur rendre service avec des étudiants qui viennent des meilleures universités de Londres. Ça, c'est un projet qu'on a développé au mois de septembre. Au mois de décembre, on a fait The Hub qui propose plein de cours particuliers en ligne. Du coup, on propose des cours de yoga, des cours de sport, des cours de musique. Et notre prochain projet, c'est se développer dans d'autres pays du monde avec ce concept justement de pouvoir aider les Français avec des cours particuliers, du babysitting, et c'est vraiment de créer un vrai projet autour de ça dans les lycées français pour pouvoir leur venir en aide un peu entre guillemets. Et voilà. D'accord, non, non, c'est hyper. Non, ouais, non, ce que je vois, c'est que c'est hyper intéressant, c'est hyper réfléchi. Du coup, quand tu décides de lancer ça, comment réagissent comment dire, tes parents, tes proches, tes amis? Euh, pour être anecdote, quand je leur ai dit que j'avais fait une plateforme de babysitting, ils ont un peu rigolé parce que là, ça vient de nulle part parce que j'ai jamais fait de babysitting moi personnellement. Du coup, je dis pourquoi du babysitting? Je dis ben, je sais pas, je pense que ça peut aider les parents et les étudiants. On dit ok. Enfin, ils espéraient quand même que ça allait pas me prendre trop de temps. Donc, j'ai fait ça, l'année du bac de français et puis après du bac. Et j'avais également beaucoup de compétitions, du coup, ils avaient peur que ça me prenne un peu de temps. Finalement, ça m'a pas pris trop de temps et ça a bien fonctionné. Du coup, maintenant, ils me soutiennent à chaque fois pour les projets. Et par rapport à ceux de l'équipe Mogi, des fois, ils me disent Mathieu, il faut vraiment pas que tu fasses ça, c'est pas un bon projet. Ils essaient de me recadrer un petit peu parce que je pars un peu dans tous les sens. Mais en général, ils me soutiennent bien.
D'accord. J'imagine. Mais et après, comment dire, en termes de, euh, je t'ai posé une question tout à l'heure. Alors, récemment, c'était Mogi. C'est euh, c'est vraiment, c'est d'où vient le nom, pourquoi Mogi? Alors ça aussi, c'est un nom assez réfléchi parce que au début, j'avais aucune idée de nom. Du coup, j'ai fait du brainstorming pendant 2-3 jours à faire plein d'idées, des noms de fruits, des noms d'animaux. Du coup, je suis resté sur le singe en anglais qui se dit monkey, sauf que ça faisait un peu agressif monkey. Du coup, j'ai essayé de séparer les syllabes et du coup, les deux syllabes, le MO, c'est plus, ça rappelle la technologie, ça fait assez entrepreneur, assez moderne. Et le J, avec un G, ça fait assez enfantin, assez beaucoup plus doux. Et du coup, l'idée vient de là. Sauf qu'au début, je l'avais mis avec 2G. Et du coup, j'étais sûr de mon nom. Je me suis dit, ça va être super. En plus, ça sonnait bien. Du coup, j'ai acheté le domaine avec 2G. Et puis après, j'ai tapé ça sur Internet. Et je me suis rendu compte que ça voulait dire complètement autre chose. J, c'est-à-dire des petits chats. Et du coup, j'ai fait ça. Mais il me proposait d'adopter un petit chaton, ça, du coup, j'ai enlevé un G d'être référencé. Depuis, il n'y a que un seul G à Mobi. Ah ouais, je comprends mieux. Parce que honnêtement, je te cache pas que je me suis posé la question de savoir pourquoi Moji. Et après, je me posais même la question de savoir comment ça se prononçait. Ouais. Mogi, Moji. Et ouais, ouais, j'ai pas voulu me lancer sur Internet, voir un peu ce qui se faisait, en fait. Et j'attendais vraiment de pouvoir échanger avec toi et connaître l'origine du. Le truc, l'idée, c'est que ce soit assez simple à dire, que ce soit assez simple de s'en rappeler et que ce soit complètement éloigné de ce qu'on fait parce que la plupart des plateformes, ça rappelle le nom un peu comme Babysitter, etc. Et je savais depuis le début que je voulais pas faire uniquement du babysitting et je voulais également faire des cours particuliers, etc. Du coup, si le nom était trop ciblé, ça aurait été trop compliqué après de faire d'autres projets avec un nom comme ça. Et le fait que ce soit court, c'est pratique pour avoir des extensions. Parce que Anguille Bayou, par exemple, c'est un de nos projets pour les lycées français du monde. Mais il y a quand même le nom d'origine et on peut rajouter d'autres choses vu que le nom est assez court. Et c'était l'idée du début. Et là, est-ce que le fait d'avoir remporté ce trophée t'a ouvert ou va t'ouvrir des portes comment dire, auprès d'autres lycées français à travers le monde, auprès d'institutions françaises ou même d'institutions étrangères? C'est ce que j'espère en tout cas. Il y a beaucoup de gens qui m'ont félicité pour ce trophée, qui travaillent dans des lycées français du monde entier. Et j'ai demandé un rendez-vous à l'EFE pour leur expliquer un peu mieux le projet. Du coup, à l'EFE, c'est l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Ouais. Mhm. Et pour leur expliquer un peu le projet, pour savoir s'ils sont partants pour nous aider. Et je pense que ça peut nous ouvrir des portes parce on aura vraiment plus de visibilité dans le monde entier. Bah, écoute, après, comment dire, moi, étant entre la France et Lisbonne, et ayant vécu à Lisbonne pendant quelques années, je vois ouais, l'importance du lycée français de Lisbonne, l'importance de l'Alliance française, la communauté que ça brasse, pardon, la communauté que ça brasse autour. Donc c'est vrai que non, non, ça peut être une très belle opportunité. Ouais, je pense Ça peut être une très belle opportunité. Après, des lycées français, tu en as dans tous les pays. Donc c'est. il y a un an, on avait recensé tous les lycées français du monde, enfin toutes les écoles françaises, ça nous avait pris un temps fou. Et on en a compté 546 écoles françaises à travers le monde. C'est énorme. Du coup, Donc voilà. on peut aider. Ouais, dans là, comment dire, là, faut entamer une grosse campagne d'emailing et de phoning. Ouais, on a fait ça à la main, on a leur numéro, on a tout récolté. Et, du coup, on a vraiment Et fait vous, un gros travail. Hmm. vous avez eu des retours? En fait, le problème, c'est que le projet a été lancé pendant la bonne période avec le Covid, etc. Et là, on essaie de repenser le projet pour qu'il puisse être plus solidaire, etc. Et du coup, c'est ce qu'on va faire pendant les prochains mois. Et je pense que cette fois-ci, ça peut beaucoup mieux fonctionner. D'accord. Et
Là, donc, on a, comment dire, on a vu on a échangé sur les prochaines étapes. Là, est-ce que l'équipe va grossir? Probablement. Normalement, oui. On va avoir un autre stagiaire à partir du mois de mai pour Ouais. ce projet-là. Et après, je ne sais pas, parce que pour l'instant, tous les rôles sont plus ou moins complétés au niveau des finances, des ressources humaines, et je m'occupe de la partie informatique. Mais dans les prochaines années, si le projet grossit, je pense qu'on aura besoin d'être accompagné un peu plus. D'accord. Et là, vous savez comment dire, il y a des incubateurs sur Londres. Sur Londres, j'imagine qu'il y a des incubateurs. Vous avez songé à vous rapprocher d'un incubateur ou d'un accélérateur de start-up ou pas encore? Pas du tout. Non, non, non. On essaie de faire nous-mêmes Ouais. et de contacter les journaux, les médias, etc. pour gagner en visibilité et d'avoir notre propre croissance ou évolution euh, de manière assez indépendante. D'accord, très bien. Non, non, ouais, écoute, c'est ambitieux et après, c'est là où je te tire mon chapeau. Donc après, c'est vrai que quand on entend startup, on entend généralement levée de fonds et généralement, c'est des croissances qui sont complètement effrénées. Aussi d'ailleurs par rapport au levée de fonds, au début, j'ai créé on dit avec 30 pounds. Ouais, Et ça aussi, du coup, ça m'a coûté 50 pounds parce que je me suis trompé avec les 2G. Du coup, après, j'avais dû acheter un autre nom de domaine, une autre adresse email. Du coup, en tout, ça m'a coûté 50 pounds. Et pour dire que ça m'a vraiment pas coûté grand chose. Et puis au final, ça a pu grossir énormément. Et du coup, c'est un peu une fierté parce qu'on est parti de vraiment pas grand chose. Et ici maintenant, et espère être encore beaucoup plus loin dans le projet. et là, du coup, donc ta visibilité, donc tu m'as dit, ouais, comment dire, vous voulez la faire croître de manière organique. Quel est votre canal d'acquisition? C'est comment vous attirez les clients? C'est les réseaux sociaux, c'est le bouche à oreille? Un peu des deux. Et je pense que c'est surtout les articles qu'on a eu dans les journaux français à Londres qui nous ont énormément aidés et qui sont souvent repris par les écoles françaises parce qu'elles sont assez fières que ce soit des étudiants de leur école qui fassent ce genre de projet. Du coup, ils les repartagent sur leurs réseaux sociaux, etc. Ou sans le vouloir, entre guillemets, euh, nos articles sont beaucoup republiés, etc. Du coup, c'est surtout par Instagram et on va essayer d'être sur Facebook bientôt. Instagram, c'est là où je t'ai découvert et c'est là où on s'est rencontrés. Oui. D'accord. Après, on va, comment dire, on s'approche de la fin. Comment dire, tout à l'heure, je t'ai posé la question de manière détournée, mais je vais peut-être te la poser de manière un peu plus directe. Est-ce que tu envisages un jour de quitter Londres et de revenir vivre en France? Non, ça, c'est pas dans mes projets. En fait, tout de D'accord. suite, j'espère pas. J'aime beaucoup vivre à Londres et surtout vivre dans des pays étrangers. Du coup, je ne me vois plus vivre au Canada ou Australie ou dans des pays comme ça. Donc, pas forcément en France. D'accord. Pas forcément en France. Et du coup, le Canada, l'Australie, c'est pourquoi? Il y a un feeling en particulier. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu Adrien qui lui est installé à Amsterdam et j'ai jamais discuté avec quelqu'un qui était autant passionné par la ville de Cape Town. Ah ouais? Ah, il est Ouais. passionné par la ville de Cape Town et avant le Covid, il voulait même aller bosser il comptait, il avait carrément ses billets pour aller s'installer à Cape Town et bosser en télétravail. Ah, c'est cool. Donc pourquoi toi, l'Australie, le Canada, ouais, il y a un feeling en particulier ou c'est Tellement, je trouve que c'est assez intéressant. Bah, ils sont déjà un peu opposés quand même. Dans l'un, il fait très chaud et dans l'autre, il fait très froid. Mais non, puis les gens ont l'air hyper sympas et je pense que c'est des pays où je peux me plaire. Je compte pas forcément de faire de l'entrepreneuriat tout le temps, enfin pas en tout cas à, à un terme. Si je dois refaire une start-up, ce sera plus dans le domaine scientifique, soit pour faire des prothèses, soit ce genre de domaine, mais pas forcément de l'entrepreneuriat. justement, et je pense que ça va être ma dernière question.
aujourd'hui, donc tu fais des études dans le secteur, comment on peut dire médical, biomédical. Sinon, c'est un peu les deux. C'est à la fois ingénieur et à la fois le domaine de la santé, etc. D'accord. Et à terme, c'est pour, comment dire, t'as un métier t'as un métier en ligne de mire. C'est juste comment dire, pour intégrer, comment dire, faire croître tes connaissances et développer d'autres startups, ou tu as vraiment, comment dire, un métier qui te passionne et pour lequel tu vas faire des études et, pour pouvoir le pratiquer. En ce moment, j'apprends beaucoup de choses et du coup, ça change un petit peu ce que je voudrais faire à la fin de mes études. C'est pouvoir faire des prothèses, surtout dans le domaine du sport, parce que j'ai pu côtoyer beaucoup d'athlètes en e-sport qui sont soit amputés du bras et de la jambe ou de la jambe. Et chaque année, je les voyais venir avec des prothèses un peu améliorées à chaque fois. Et je trouve ça passionnant parce qu'ils pouvaient faire de plus en plus de choses avec leur membre amputé. Et du coup, c'est quelque chose qui me passionne et que j'aimerais beaucoup faire dans le futur. D'accord. Mathieu, écoute, je te remercie. Il y aura plusieurs choses. Un, je te remercie pour ta disponibilité, ton temps, parce qu'on a booké le rendez-vous quand même, faut dire, hier. Comment dire, on a commencé à discuter avant-hier, on a booké le rendez-vous hier. Écoute, là, on est moins de 24 heures, on est un peu plus de 24 heures après, donc on a enregistré. Écoute, encore toutes mes félicitations. Alors, toutes mes félicitations. Écoute, surtout ne lâche rien du tout. C'est même si tu as 50 idées, comme on peut dire, c'est tu as 50 idées à la con, prends le temps de les étudier les unes après les autres. Et je te donne ce conseil parce que j'ai 50 idées à la con par jour. Donc, et quand tu as cette mécanique, tu vis très bien avec. Hein. Ouais. Le soir, tu dors très bien. C'est même si tu n'en as écrit aucune, tu n'en as réfléchi aucune, t'as même pas le début d'une ébauche de l'une des 50 idées, bah, c'est pas grave, tu dors très bien avec. Tu sais que demain, tu vas en avoir encore 50 autres idées, voire pire même. Ouais, souvent, c'est un peu n'importe quoi, mais c'est marrant. Et puis, Ouais, parfois, ça... mais c'est exactement ça. C'est pas grave, ça passera. Mathieu, je te remercie. Comme tu vois, t'es le plus jeune que j'ai eu et je pense de loin le plus ambitieux. Encore mes félicitations. Voilà, donc de toute façon, on te retrouvera en ligne là dans quelques jours. Et j'en profite aussi pour dire donc aux auditeurs qu'à partir de cet épisode, Entreprendre à l'étranger revient toutes les semaines. Donc en fait, on va avoir un peu plus d'invités, on va accélérer la cadence et on va tenir le cap on a tenu le cap d'un épisode toutes les 2 semaines. Là, on va tenir le cap de un épisode tous les lundis. Voilà. Et ça jusqu'à temps qu'on ait des entrepreneuses et des entrepreneurs ambitieux installés un peu partout. Merci à tous, merci Mathieu et à très bientôt.